Donc là, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre première mi-temps, la table ronde avec le thème le patient acteur de sa santé, de la molécule aux thérapies digitales. Ce sujet, Alexandre nous l'a partagé. Le facteur humain est au cœur de toutes les transitions. On l'a vu, on l'a abordé dans la semaine sur le plan climatique, sur le plan écologique, sur le plan politique, sur le plan culturel. La santé, bien évidemment, est bien concernée par de nombreux enjeux, parmi lesquels, dans lesquels le facteur humain va être clé. Ne serait-ce que ces 2 dernières années avec cette apparition de la pandémie qui met en avant des nouveaux besoins, mais enfin, déjà même avant, on avait déjà des élans qui sont installés pour transformer, augmenter notre système de soins pour l'accès aux meilleurs soins pour le plus grand nombre. Et donc, c'est en ça que on a pu voir que, comme dans d'autres secteurs, la santé a été marquée par de grandes avancées en matière d'innovation, par l'arrivée des technologies, de la data, de l'intelligence artificielle, et donc ça a donné place à de nombreuses thérapies non médicamenteuses, parmi lesquelles les thérapies digitales. Aujourd'hui, on va mettre l'accent délibérément sur ce sujet-là, les thérapies digitales. Et donc, pour cela, on va avoir des invités qui sont chacun avec une expertise, une légitimité forte sur ce sujet. L'idée de la discussion, c'est, après avoir posé le cadre de ce que sont les thérapies digitales, ce qu'est le facteur humain et en quoi les thérapies digitales doivent servir le facteur humain, on discutera sur comment nous tous, les acteurs qui sont impliqués dans ce sujet-là, tout ce que l'on doit déployer pour que cette transition se fasse de manière concrète. Et aujourd'hui, donc, on initie un mouvement tous ensemble qu'on va alimenter, qu'on va porter, qu'on va essayer d'amplifier par en rassemblant de nombreux acteurs et de nombreuses initiatives. Donc pour parler de ça aujourd'hui, nous avons 5 invités. Dominique est en ligne, ça me soulage et je l'en remercie. Donc je vais présenter chacun de ces invités. Ils ont un parcours tellement riche et fascinant que je me propose de lire les bios qui m'ont écrites pour ne pas faire d'impair ou être approximatif. Donc Eléa Canipel. Donc Eléa, curieuse de nature, Eléa travaille sur l'impact du facteur humain en entreprise depuis près de 20 ans. Elle a créé avec des soignants le centre des simulations en santé de l'hôpital Foch. Elle y a par la suite conçu des programmes de formation pour diminuer les événements indésirables liés au facteur humain au sein du secteur de la santé. Elle participe désormais au diplôme universitaire facteur humain de l'université Versailles-Saint-Quentin et a fondé le cabinet facteur humain de conseil et formation. Sa dernière mission auprès de l'Institut Curie portait sur l'implication du patient dans son parcours de soins. Et là, un grand merci d'être libéré pour participer à cette table ronde. Et nous avons une coupe. Mais avec grand plaisir. Marine Coty-Eslous, qui voulait venir nous rejoindre sur le plateau, qui est à Bordeaux. Son agenda et les aléas font que elle interviendra à distance, mais je l'en remercie particulièrement. Marine est cofondatrice et CIO de Lucine. Marine et son équipe développent depuis 2017 une solution de type thérapie digitale capable de mesurer, analyser et soulager la douleur chronique. Personnalité passionnée et engagée, vous le constaterez. Marine est également chercheuse de profession. Elle a choisi de croiser les disciplines pour comprendre la complexité de l'être humain, neurosciences, expérience utilisateur, droit, anthropologie, psychologie, histoire. Également membre du Conseil national du numérique de 2018 à 2020, ces 3 années de travail donnent lieu à un rapport « Confiance, innovation, solidarité »
pour une vision française du numérique en santé. Marine, je te remercie particulièrement. On te voit donc sur les télés. Je suis très heureux que tu puisses être parmi nous. Et je continue les présentations et ensuite on démarre tous ensemble. Dominique, merci beaucoup. Alors Dominique Pont, après des études d'ingénieur et un parcours dans l'industrie, Dominique Pont est nommé directeur général de la clinique Pasteur en 2011. Il choisit d'en faire un lieu d'innovation du secteur de la santé. Plusieurs startups ont en effet vu le jour sous sa direction. C'est le cas de Dopasis, l'un des logiciels de dossier patient de référence en France. Dominique Pont est un fervent défenseur de l'innovation en matière de santé, en particulier sur les champs de la relation patient-professionnel de santé et des nouveaux modes de management fondés sur la confiance et centrés sur l'humain. En 2018, il est désigné par Agnès Buzyn pour piloter le chantier numérique de la stratégie Ma Santé 2022, un engagement collectif, qui propose une vision d'ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé français. Un très grand merci, Dominique, de pouvoir vous libérer et de vous joindre à nous. Et Alexis Genin est docteur en neurosciences. Après avoir mené des recherches sur la plasticité synaptique en association avec des industriels du médicament, il a développé les activités internationales d'une PME du secteur du diagnostic, puis participé au démarrage de la filiale de transfert de technologie et de création de start-up de l'INSERM. Il a ensuite créé l'incubateur de start-up IPEPS, le premier incubateur européen dédié aux maladies du système nerveux. Il dirige l'équipe des applications de la recherche de l'Institut du cerveau, ex-ICM. Il est également vice-président du réseau des Instituts Carnot et membre de la task force française de l'OCDE sur l'éthique des neurotechnologies. Un immense merci Alexis. Et donc, sans plus tarder, ouvrons cette table ronde. Pardon. Ah non, je suis Alors, un ami. Alors, mon cher ami Franck, je te vous voirai pour cette occasion. Alors, Franck Tarpin-Bernard, ingénieur de formation et passionné d'innovation, Franck a la particularité d'avoir mené de front une carrière universitaire et un parcours entrepreneurial. En effet, spécialiste de l'interaction homme-machine et des technologies d'apprentissage humain, il fut pendant 15 ans maître de conférences à Lyon, puis professeur des universités à Grenoble. Il est l'auteur d'une 50aine de publications scientifiques. Franck est aussi le cofondateur en 2000 de SBT Humans Matter et un des créateurs d'Apineuron, le leader des solutions digitales d'évaluation et de remédiation cognitive. Franck est aujourd'hui particulièrement investi dans la stratégie de recherche et développement de la société et la mise en place de partenariats académiques en France et à l'international. Merci Franck, je te présente mes excuses pour ce manquement. Voilà. Donc, un grand merci. La première partie de cette table ronde, je vais vous adresser des questions. On va essayer de cadrer notre temps d'intervention. Cette première partie, c'est pour poser le cadre d'une discussion qui s'en suivra, qui se voudra beaucoup plus interactive entre vous, entre nous tous, et puis avec le temps qui nous restera, vos questions en direct, celle du chat de nos amis connectés à distance. Dominique, vous pilotez la réforme Ma Santé 2022. Est-ce que vous voulez bien nous dire en quoi ce plan est une transition majeure dans notre système de soins? En quoi ce plan aidera le patient à être acteur de sa santé? Et puis en dernier lieu, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien, pour amorcer la transition vers les thérapies digitales, nous parler de l'application Mon Espace Santé et en particulier du catalogue d'applications? Dominique, s'il vous plaît. Oui, bonjour Didier, bonjour à tous. Le programme de transformation numérique qu'on porte actuellement pour le gouvernement et le ministère de la Santé, il part d'un constat de départ, c'est qu'on peut parler de thérapie digitale, d'intelligence artificielle, de facteurs humains dans la e-santé, tout ce que vous voulez, mais la vraie vie, c'est que depuis 15 ans, c'est le bordel en France, la e-santé. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que par manque de vision, de volontarisme politique, mais aussi d'humilité, parce qu'on adore fantasmer en France, mais on n'est pas humble pour la mise en œuvre concrète des choses quand on doit travailler de façon collective. En fait, ce manque de volontarisme politique, il a comme résultat qu'on a laissé se développer partout des solutions digitales sans cadre commun. Et donc, avec des solutions qui ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité numérique. Donc, comment avoir la confiance des Français si on n'a pas ça? Et en plus, des solutions qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Donc, en France, on ne sait pas partager proprement et de façon massive les données de santé, à la fois pour les parcours de soins, d'une part, entre professionnels de santé, donc pour bien soigner. On ne sait pas bien le faire aujourd'hui encore.
Et d'autre part, vu du citoyen français, on n'a toujours pas restitué aux gens, aux Français, à Matati de l'Ariège, à tout le monde, leurs données de santé. Et donc, en fait, on peut parler de choses futuristes, on peut parler de facteurs humains, de thérapie digitale, mais la vraie vie, c'est que c'est un petit peu encore le tiers-monde numérique, la France. Et donc, tout ce programme, c'est de mettre des moyens considérables, inédits, hein, à hauteur entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros, qui sont mis sur un plan entre 3 et 5 ans pour, en gros, normaliser tout ça, avec l'État qui reprend la main, qui dit globalement toutes les solutions digitales en France, elles doivent respecter un certain cadre. On aide à faire cette transition, on finance les industriels, on finance les professionnels de santé, les établissements de santé, pour que tous ces outils numériques déployés partout, eh ben, ils parlent le même langage, ils respectent les mêmes règles de sécurité, ils permettent d'alimenter le parcours de soins et le point le plus important, c'est qu'ils nous permettent de restituer à chaque citoyen français leurs données de santé pour que les gens ils puissent être acteurs de leur santé au travers de la maîtrise, de la gestion de leurs données de santé. Parce que la clé de tout ça, du facteur humain des thérapies digitales, c'est de redonner aux gens leurs données de santé, leur donner le pouvoir d'agir et de gérer leurs données de santé. Et donc, le grand plan d'État, il va être visible vu des Français. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille sur des choses très techniques pour tout normaliser. Mais à partir du 1er janvier 2022, tous les Français, depuis leur naissance, auront accès à une plateforme numérique qui sera un grand service public de données de santé qui permettra à chacun d'avoir ces données de santé, de les ranger, de les stocker dans un endroit sécurisé, régalien, souverain, hébergé en France, parce que clairement, moi, je n'ai pas envie que tout ça, ça finisse chez GAFAM. Je me suis toujours exprimé de façon claire là-dessus. Et à partir de là, sur cette plateforme qui va s'appeler Mon Espace Santé, hein, ouvert pour 70 millions de gens à partir de janvier 2022, ben, on aura notre coffre-fort numérique de données de santé. Petit à petit, on va modifier dans les 18-24 prochains mois les logiciels de logiciels de santé de tous les professionnels, de toutes les EHPAD, de tous les hôpitaux, de tous les biologistes, de tous les radiologues. Donc, c'est les 12 travaux d'Hercule hein, de faire un truc comme ça, pour que ces logiciels puissent être compatibles avec notre espace numérique de santé pour qu'on puisse nous envoyer nos résultats de bio, nos comptes rendus d'hospitalisation, nos ordonnances, pour qu'on nous les restitue enfin nos données de santé. Et au-delà de ça, dans cette plateforme, pour que les gens puissent être acteurs de leur santé, ben, l'État dit on construit les fondations, on construit le socle pour être souverain, éthique, citoyen. Ça soit ça notre trajectoire du numérique en santé en France, mais on veut une plateforme ouverte où l'État ne peut pas tout faire. Il garantit l'éthique, la sécurité, la plateforme, les fondations, mais il laisse ouvert au travers d'un store d'applications, entre guillemets, d'un catalogue d'applications, l'innovation venant de nos startups, de nos industriels, donc toutes les thérapies digitales, les outils de prévention, les outils de gestion de son parcours de soins, toute l'innovation numérique, mais ces applications, elles seront tamponnées par l'État et intégrées dans un store qui feront que ces applications, elles pourront être connectées à l'espace numérique des Français pour que les gens, quel que soit l'outil qu'ils décident d'utiliser, eh ben, ils puissent récupérer leurs données de santé et les partager avec les applications de leur choix. Donc, c'est en gros une vision où l'État, comme dans une ville, reprend la main pour écrire le code d'urbanisme, pour délivrer des permis de construire, pour superviser les fondations, les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité, et laisse les acteurs du privé faire les services à valeur ajoutée, notamment par exemple les thérapies digitales, comme des maisons, voilà, mais en disant à ces promoteurs privés, à ces industriels, tu dois respecter le code d'urbanisme numérique national et tu dois te connecter sur les routes communes, sur les ponts communs et sur les réseaux communs. Voilà en gros le chantier qui est mené, qui sera visible par tous les Français à partir de janvier 2022. Petite histoire, ça a démarré cette semaine depuis lundi en phase pilote dans le plus beau département de France qui est la Haute-Garonne. Voilà. Le plus beau, oui, en effet. Non, un grand merci, Dominique. Vous utilisez la métaphore des 12 travaux d'Hercule. C'est vrai qu'on voit toute l'énergie que toute votre équipe déploie et nous tous industriels et acteurs de cette transition faisant à vos côtés. Est-ce que vous voulez nous donner, s'il vous plaît, quelques idées du calendrier qui démarre à partir de 2022 pour les citoyens que nous sommes? Comment ça va se dérouler?
Alors, sur les 3 départements pilotes que sont la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique, ça démarre maintenant. C'est-à-dire concrètement, comment ça va se passer? Votre caisse primaire d'assurance maladie va vous envoyer un courrier ou un mail en vous disant on va vous ouvrir votre espace numérique de santé, vous pouvez nous écrire pour vous y opposer. Si vous ne vous y opposez pas, au bout de X semaines, en l'occurrence 6 semaines exactement, c'est ouvert par défaut. Et donc, si vous changez d'avis dans le futur, vos professionnels auront commencé à alimenter votre espace numérique de santé. En gros, c'est ce mécanisme qu'on appelle l'opt-out. Voilà, c'est par défaut, c'est créé, sauf si vous y opposez. L'Australie, par exemple, avait mis en place ce système il y a quelques années. Et en Australie, la statistique, c'est qu'il y a à peu près 15% des gens qui ont explicitement refusé. Et donc, par rapport au DMP, où il fallait faire l'effort de se le créer, où ça avance à la vitesse de la tectonique des plaques, quoi, là, d'office, les gens ne répondent pas, c'est créé. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à l'alimenter. Et donc, pour le reste des autres départements français, de toute la population française, et à nouveau, je le dis, c'est vrai pour tous les Français, y compris les enfants, hein, sous l'égide de leurs parents, hein, quand même, c'est un gros changement. Ça sera à partir du 1er janvier 2022 qu'il y aura beaucoup de communication, grand public, télé, etc. Et pour envoyer les courriers à 70 millions de Français, j'ai découvert le monde de l'éditique que je ne connaissais pas du tout. Il faut à peu près 3 mois de courrier, de production de courrier. Et donc, en avril 2022, tous les Français qui n'auront pas refusé auront un espace numérique de santé, donc cette plateforme publique de données de santé. Au démarrage, ça sera une plateforme où les gens devront renseigner leurs données de santé. Et d'ici 18-24 mois, ça sera alimenté automatiquement par les hôpitaux, les médecins, les biologistes, les radiologues. Voilà. Un très grand merci pour ces éclairages et ces partages d'informations. On va continuer notre tour des invités, des intervenants. Marine Cotis-Luz, Franck Tarpin-Bernard, vous représentez tous les deux avec Lucine et Humans Matter, deux acteurs français déjà bien engagés dans les thérapies digitales. Donc, dans cette intention de cadrage, du partage du même niveau d'information, Marine, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous faire un topo de ce que sont les thérapies digitales alors, si on emploie le terme DTX, Digital Therapeutics égale thérapie digitale. Marine, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci beaucoup Didier pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour parler des thérapies numériques, des thérapies digitales, commençons par une définition. La définition qui est donnée par Digital Therapeutics Alliance, qui est le cluster un petit peu professionnel international qui réunit la plupart des compagnies au niveau mondial sur ce sujet et qui a défini les thérapies numériques comme étant des solutions de type software capables d'avoir une action de management, diagnostic ou de soins sur un symptôme et ou une maladie. Et là, vous me direz, on a quand même un sujet, c'est que c'est une définition qui est particulièrement large et qui pourrait effectivement quelque part prendre peut-être 80% des solutions de e-santé qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, pour donner peut-être un peu plus d'éclaircie, je vous propose de prendre 1 ou 2 minutes pour faire un petit point d'histoire. Alors, d'histoire internationale et puis d'histoire française, parce que je pense que c'est effectivement important. Histoire internationale, c'est qu'il y a une dizaine d'années de ça, des solutions, je dirais, de diagnostic un petit peu inclassables d'un point de vue réglementaire ont vu le jour. Des solutions à base d'IT, à base d'intelligence artificielle, notamment sur le diabète, et où il fallait bien se trouver un nom avant de trouver, je dirais, un réceptacle réglementaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ce nom, ça a été DTX, ça a été thérapie digitale, thérapie numérique. Aujourd'hui, et depuis 10 ans, et en France, on le sait, notamment avec Happy Neurone, bien avant 10 ans, c'est vu, on va dire, je dirais, une ouverture en termes de communication sur non plus des outils de diagnostic, mais cette fois-ci des outils de soins qui avaient effectivement cette capacité d'agir de manière curative sur un symptôme ou une maladie, et donc qui avait du terme thérapie numérique le premier élément qui est le plus important, la notion de thérapeutique. Et effectivement, aujourd'hui, on voit la bascule d'ailleurs dans le monde des DTX au niveau international qui s'opère, avec plutôt 20% aujourd'hui, 20-30% de solutions qui sont des solutions de diagnostic pour 70% de solutions qui sont clairement des solutions thérapeutiques. Et c'est intéressant de constater qu'au niveau international, je vais parler dans un premier temps des États-Unis, on a vraiment eu une évolution en 3 phases sur cette notion de thérapie. Une première phase où on était plutôt sur de la digitalisation
de soins existants en présentiel qu'on a mis dans un téléphone portable pour augmenter effectivement le taux d'observance de certaines prises en charge et la réduction des coûts de santé, et effectivement avec des réussites tout à fait remarquables. Une deuxième génération qui a plutôt été l'utilisation du jeu vidéo, et je sais qu'à l'Institut du cerveau, il y a eu effectivement de très belles sociétés utilisaient effectivement le jeu vidéo dans la réhabilitation et dans effectivement le soin de certaines maladies neurodégénératives. Mais pas seulement. Aux États-Unis, on a vu aussi tout l'aspect hyperactivité chez l'enfant, où là, effectivement, ce n'est pas le jeu vidéo qui soigne, mais c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur qui va permettre d'avoir une action thérapeutique complexe. Et la troisième génération, dont Lucine fait partie, c'est une génération, effectivement, où on essaye d'identifier en amont les ou le biomarqueur sur lequel on va avoir une action dans le cerveau et la moelle épinière de manière extrêmement précise, et où on va utiliser des procédures thérapeutiques à base de sons, d'images, de lumière, de thérapie cognitivo-comportementale, et qui vont effectivement non pas allumer une zone, mais qui vont effectivement pouvoir allumer spécifiquement les biomarqueurs qu'on a identifiés, soit pour complètement stopper le biomarqueur où on a besoin qu'effectivement il s'arrête parce qu'il y a une surexcitation de certains neurones qu'il faut qu'on calme, soit à l'inverse pour les surexciter pour nous permettre d'avoir une production naturelle qui s'opère dans le cerveau et la moelle épinière d'un certain nombre de neurotransmetteurs, là encore. Donc, on est effectivement sur une grande évolution, et je tiens à le souligner, ça, c'est la vision américaine. Voilà. La réalité, c'est qu'en France, on sait faire ça depuis 30 ans. Voilà. On sait faire ça depuis 30 ans, aussi bien sur la deuxième génération qui est tout l'aspect réhabilitation, sur les maladies neurodégénératives, mais pas seulement, sur aussi tout ce qui est post-AVC, et vous en parlerez bien mieux que moi. Et sur la troisième génération, bah, c'est pareil, ça fait bien longtemps qu'on connaît l'usage de certaines fréquences, par exemple avec les IONA, pour clairement soigner des thérapies, enfin des maladies ou des symptômes très complexes. Donc, c'est simplement que les Américains sont de très, très bons marketeurs. Voilà, pour faire un petit plan de définition et d'histoire. Un grand merci Marine pour ce panorama et puis pour si bien nous représenter. Franck, est-ce que tu veux, s'il te plaît, rajouter sur la description ou la définition des thérapies digitales et aller sur le terrain de quels sont les nouveaux comportements qu'on estime nécessaires du côté patient, du côté soignant, du côté tutelle, institution, pour effectivement accompagner ces thérapies numériques ou thérapies digitales. Oui, alors peut-être, Marine a extrêmement bien posé le cadre, peut-être en entendant quelques éléments qui sont intéressants à partager avec ceux qui sont un petit peu moins familiers. Une question, Alexandre l'avait dit en introduction, effectivement les champs d'application thérapeutique sont extrêmement vastes. Il y en a auxquels on pense assez spontanément, mais il y en a d'autres qui sont moins évidents. Et typiquement, celui que porte Marine autour de la douleur, au départ, c'est pas forcément. On se dit c'est assez compliqué avec le digital et la technologie, mais c'est possible. Et on va avoir en fait des grandes familles où on va soit agir directement sur des marqueurs comme tu le dis, ou comme quand nous on fait de la rééducation cognitive en faisant répéter des tâches par des patients pour qu'ils stimulent certaines zones du cerveau. Mais dans un grand nombre d'indications thérapeutiques, c'est vraiment autour des changements de comportement à risque qu'on va aider le diabétique à maîtriser son taux de sucre, qu'on va aider le fumeur à arrêter ou à ne pas rechuter, l'anorexique, le dépressif, etc. Donc les champs sont extrêmement variés. Les modes d'action sont aussi extrêmement variés. Et donc ça donne cette effervescence actuelle. Le second point que je voudrais rajouter, c'est que
C'est une industrie qui est extrêmement jeune, hein, même si effectivement il y a quelques dinosaures comme nous qui étaient au tout début, mais au début les choses se sont faites alors qu'il n'y avait pas de cadre. C'est ce que Marine disait. Un des grands enjeux a été de donner du cadre. Tout à l'heure, Dominique nous parlait aussi du rôle que l'État joue, mais même au niveau des acteurs. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est de plus en plus de protocolisation. Et donc de faire en sorte qu'une thérapie digitale suive un certain protocole, une certaine posologie, et donc qu'on puisse faire des études cliniques comme font les grands laboratoires pharmaceutiques quand ils valident leurs molécules. Et bien finalement, on est amené aujourd'hui à valider les thérapies digitales en se donnant le même niveau d'exigence, avec un gros avantage qu'on a sur les molécules. C'est que en fait, la diffusion des technologies peut être beaucoup plus facile et rapide, et donc qu'on doit trouver des moyens de mettre au point ces thérapies digitales dans des espaces-temps beaucoup plus courts que la molécule. Quand un labo pharmaceutique va mettre 10 ans ou 15 ans pour mettre au point une molécule, si nous on fait pareil, il n'y a plus un ordinateur qui sait faire fonctionner notre programme le jour où on le met sur le marché, quoi. Avec la vitesse de développement des technologies. Donc il faut que tout s'organise, se structure, mais voilà, le digital, ça nous permet d'aller plus loin. Et du coup, ça fait le lien avec la question des usages et des patients. On voit bien que quand on a des diffusions massives de ces technologies, on récupère énormément de data, et donc on est capable de valider, y compris post-marché, de valider plus avant les technologies. La plupart du temps, les thérapies digitales présentent des niveaux de risque relativement faibles, en termes d'effets secondaires, de risques, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dès qu'on a un niveau de preuve déjà suffisamment intéressant, on va pouvoir les mettre sur le marché, et ensuite on va collecter de la data et on va affiner au fil du temps la performance. Donc voilà. Donc les usages vont être très importants. C'est des nouvelles façons de soigner. Donc il faut que les Français découvrent ces nouvelles façons de soigner. Il faut que les prescripteurs découvrent ces nouvelles façons de soigner. Comment ces nouvelles façons de soigner vont s'intégrer avec les versions traditionnelles. Donc là, pour moi, il y a effectivement de gros sujets de facteurs humains qui vont se poser au-delà de est-ce que j'ai réussi à mettre au point une technologie qui médicalement est efficace. Parce que ça, on arrive avec les chercheurs, on arrive à valider ça. Maintenant, il faut qu'elle soit efficace, mais c'est encore mieux si elle est utilisée. C'est effectivement toute la deuxième partie de notre discussion. On va tourner autour de ça, c'est-à-dire ces thérapies bien au service du patient et pas l'inverse, et on réfléchira tous ensemble sur quels sont ces éléments qui pourront être déclencheurs de cela. Eléa Canipel, comme l'indique le nom de votre compagnie, le facteur humain, est votre terrain d'expertise. Est-ce que vous voulez bien nous partager votre vision dans l'écosystème de soins, côté soignant, côté patient? Eléa, s'il vous plaît. Oui, en effet. Donc, mon entreprise s'appelle Facteur Humain Conseil et Formation, où j'interviens sur l'impact du facteur humain sur la thématique du management. Alors certes en entreprise, et je travaille beaucoup au lien entre l'impact du facteur humain sur le management en entreprise et surtout en établissement de santé. Entre autres avec une expérience que je souhaite partager avec vous sur la création d'un centre de simulation en santé, où l'objectif et la finalité étaient de professionnaliser nos soignants. Alors professionnaliser, pas forcément sur des compétences techniques, parce qu'ils ont déjà un parcours universitaire assez puissant pour être professionnels, mais plutôt sur justement l'impact de ce facteur humain lors, ce qu'on appelle dans le jargon hospitalier ou médical, lors d'événements indésirables. Et on ne se voile pas la face en hôpital lorsqu'il y a un événement indésirable. L'événement indésirable, c'est qu'il se passe quelque chose pour le patient qui n'aurait pas dû se passer et qui n'est pas positif, qui est dommageable pour le patient. Et donc, on va travailler parce qu'on s'aperçoit que 80% des événements indésirables proviennent de l'impact du facteur humain, donc d'un dysfonctionnement sur ce facteur humain. Le centre de simulation était là pour faire en sorte que nos professionnels s'entraînent sur cette gestion du stress. Exemple, en hémorragie du postpartum, vous avez autour de la table des anesthésistes, vous avez des chirurgiens,
En médecin, vous avez la sage-femme, vous avez l'infirmière, l'infirmier, et tout ce petit monde-là, même s'ils ont mal dormi, même si le bébé a été malade, même si je me suis clashée avec le chirurgien avant de rentrer au bloc, mais il va falloir que ça se passe et que ça se passe bien. Et on est tous humains, et des fois, il suffit de quelques secondes d'inattention pour faire que un événement qui aurait pu être géré correctement et pas forcément géré tout de suite correctement, et ça a un impact sur le patient. Et donc, il y a cette professionnalisation de la part de nos soignants sur quand je dysfonctionne humainement parlant, voilà les conséquences que ça peut avoir. Et donc, je vais apprendre sur cette gestion, certes du stress, mais pas que, cette gestion collective de l'humain lorsqu'on est dans un, par exemple, bloc opératoire. Cette notion de facteur humain, elle a été grandement identifiée par l'aérospatiale, comme souvent, où dès 1996, eux, ils ont mis en place un diplôme pour professionnaliser leurs pilotes. Et je ne peux être pilote que si, à un moment donné, j'ai passé cette formation-là, qui est renouvelable tous les 3 ans. On n'en est pas encore là dans le système de santé, mais par contre, c'est évalué, et la Haute Autorité de Santé a des critères pour évaluer les événements indésirables qui sont causés par l'impact du facteur humain. Et donc, notre responsabilité, et la responsabilité d'un établissement de santé, c'est de faire en sorte, évidemment, que ça ne se reproduise pas. Et la formation de nos professionnels, qui sont des facteurs humains, qui sont des humains et des facteurs humains, est nécessaire pour que ces événements diminuent. Ça, c'est l'entrée facteur humain, professionnalisation de nos soignants. La deuxième partie, c'est et le patient là-dedans. Évidemment, c'est pour que le patient aille mieux et qu'il n'y ait pas d'événements indésirables, certes. Mais la deuxième expérience que je souhaiterais partager avec vous, c'est la création depuis 2007, parce que c'est dans la loi depuis 2007, d'unités transversales d'éducation thérapeutique pour le patient, où on professionnalise le patient sur ses soins. Ce n'est pas de l'information, c'est de la formation. Donc, on va former le patient et c'est encadré par la législation. Là-dedans, la Haute Autorité de Santé a donné des critères pour que les établissements de santé puissent créer ces unités transversales d'éducation thérapeutique. Et donc maintenant, on voit arriver des patients qui vont devenir patients experts, patients formateurs, patients aidants, et qui vont se professionnaliser, alors dans un drôle de cadre, parce qu'ils sont patients. On parle du patient acteur de ses soins. Peut-être qu'un jour, ça sera personne lambda, donc Eléa, qui n'est pas encore patiente, et qui est acteur de sa santé, pour le coup, et pas de son soin, parce que je ne suis pas encore dans le domaine du soin. Et dans le cadre de cette mission, les rôles étaient sacrément bien définis. Donc, j'ai travaillé pareil avec des médecins, avec des infirmiers, avec du personnel administratif pour que ça fonctionne. Et là, il y a l'externalisation de comment on le met en place organisationnellement, pour que l'on puisse motiver les patients, d'accord, mais surtout motiver les prescripteurs. Et là encore, c'est du facteur humain. C'est-à-dire que comment on va aller voir le médecin qui a 10 000 choses à penser, qui a une charge émotionnelle, on parlait de charge émotionnelle en introduction, énorme déjà, parce qu'il ne voit pas un patient par jour, il en voit énormément. Et donc, comment aller le motiver ou lui faire penser qu'il faut qu'il prescrive ses ateliers ? Pour l'Institut Curie, par exemple, c'est quand même 500 patients d'accompagner collectivement et individuellement. C'est 200 ateliers d'animés. Alors, on était sur de la bonne méthode présentielle avant de passer à la digitalisation. Et avant le Covid, on était en train de digitaliser nos parcours, leur parcours, dans le cadre de cette unité transversale d'éducation thérapeutique. Ça tombait bien. L'idée, ce n'était pas parce qu'il y avait eu le Covid, c'est que tout simplement, à un moment donné, en oncologie, par exemple, le patient, il est fatigué. Il a du mal à se lever le matin. Il y a beaucoup de douleurs, certes mentales, mais aussi physiques. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus facile au moins de se connecter pour garder un lien social, évidemment, mais aussi pour continuer d'apprendre. Et donc, il y a des ateliers qui pouvaient être aussi bien, qui sont aussi bien sur mon traitement en oncologie et l'impact, mais aussi sur ma sexualité en tant que patient, quand j'ai un traitement de chimio, mon image de marque, on va dire, quand je perds mes cheveux, ma réinsertion professionnelle, etc. Et on en arrive à la troisième phase. Première phase, je professionnalise les soignants, on accompagne les patients, on les forme. Et ce qui est assez magique dans ce cadre d'établissement de santé, et il nous pousse à ça dans le monde de l'entreprise, c'est que le patient devient lui-même formateur. Par contre, pour former, il y a un diplôme qui existe d'éducation thérapeutique, ça s'appelle un DU, diplôme universitaire. Il y a 40 heures que le professionnel
formateur doit suivre pour pouvoir derrière accompagner ces fameux patients. Aujourd'hui, c'est aussi la création d'un diplôme universitaire dédié facteur humain dans le secteur de la santé. Assez novateur parce que ça existait en aéronautique et en aérospatiale, pas encore dans le secteur de la santé. Peut-être que ça existera d'ailleurs un jour dans le monde de l'entreprise. Un grand merci, c'est éloquent et on voit à quel point le poids du facteur humain est crucial et capital dans ce terrain de la santé. Et dans la discussion, on reviendra sur cet aspect. Et donc, Alexis, vous êtes au cœur de l'innovation thérapeutique au sein de l'Institut du cerveau et en quotidien en contact avec des patients et justement des soignants. Comment qualifieriez-vous le facteur humain vis-à-vis de l'innovation en termes de risque et ou opportunité? Ouais, tu as raison, hein. Les deux aspects existent. Pour reprendre ce qu'a dit Eléa, dans la médecine, le facteur humain, c'est l'erreur qui va faire du mal au patient au lieu de lui faire du bien. Dans le domaine de l'innovation, c'est l'erreur qui va faire du mal à la société plutôt que de lui faire du bien. Donc l'innovation, aujourd'hui, on voit ça partout, hein, avec tout le respect pour le gouvernement, innovation est partout, mais l'innovation n'est pas forcément un progrès. Une innovation responsable est un progrès, une innovation irresponsable est un facteur possible de destruction de la société. Tu parlais en introduction du rapport du GIEC, je crois. Non, c'était Alexandre. Ça, c'est un exemple flagrant où de l'innovation technologique a mené à une dérive humaine vers l'augmentation des températures, la pollution, etc. Et donc, y compris dans l'innovation médicale, il y a toujours cette question de comment on arrive à une innovation responsable. Et le facteur humain et les biais humains sont clés là-dedans, parce qu'on arrive dans un domaine où le chercheur est forcément le plus intelligent du monde, parce qu'il a fait des grandes études et qu'il est quand même très très expert de son domaine et il connaît tout. Le médecin, c'est à peu près pareil. Le start-upper est forcément le futur Steve Jobs et va forcément lever des millions et devenir parce qu'il est un génie. Et donc à chacun, dans sa ligne de nage, est soumis à ses propres biais de croire qu'il sait, alors qu'en réalité, on est dans un monde où on ne sait pas. L'innovation, ce qui va venir après, quelque chose d'inconnu, et on ne sait pas. Et c'est ce qui fait que dans le domaine de la médecine et dans nos domaines en neurologie, ça fait à peu près 30 ans qu'on est autour des mêmes concepts pour comprendre les maladies, qu'il y a des échecs thérapeutiques à répétition, parce qu'on est toujours autour des mêmes concepts, portés par les mêmes personnes dominantes, et que c'est très compliqué de faire émerger des nouveaux concepts, alors qu'on est censé, en science, casser les dogmes. La science, c'est un processus répétitif de casser le dogme existant pour en créer un nouveau qui est plus proche de la réalité observée. Et le facteur humain va contre cette rupture des dogmes, parce que le dogme protège une personnalité et sa réputation. Et dans le domaine de l'innovation, vous allez retrouver ça, aussi bien au niveau recherche, mais quand vous regardez au niveau entrepreneuriat, ce que vont faire dans le domaine des neurosciences, Facebook, Neuralink et bien d'autres. Le facteur humain est un facteur complètement imprégné de technologie, où l'humain passe très loin après, et où la puissance technologique doit avancer, quelles qu'en soient les conséquences. Et la vision que je pense qu'on peut collectivement porter, et qu'en tout cas nous on essaie de porter, c'est cette idée de, encore une fois, personne ne sait. Et accepter l'ignorance, c'est quelque chose d'excessivement compliqué, en particulier quand on a beaucoup de diplômes. Mais une fois qu'elle est acceptée, ça permet de se dire, d'accord, mais puisque je ne sais pas, comment est-ce que je vais trouver le moyen de compenser mes propres biais par la vision de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la rencontre entre le patient, qui a son angle et ses biais, le soignant au sens large, qui a son angle et ses biais, le chercheur qui a les mêmes, l'entrepreneur, permet de créer un environnement où chacun va montrer où l'autre est biaisé, et où on a peut-être une meilleure chance d'arriver à quelque chose qui réellement fait du sens et réellement est soutenable sur le long terme. Et c'est une approche qui n'est pas facile évidemment à mettre en place, puisque ça demande de casser les dogmes d'à peu près tout le monde. Je n'ai pas inclus les politiques gouvernementales, mais ça fait aussi partie du paysage, hein. Ce que Dominique Pont présentait en introduction, finalement, on a l'impression que le process gouvernemental est resté calcifié pendant 15 ans, et qu'il a fallu qu'on injecte une pensée un peu différente, un peu nouvelle, pour enfin casser ça
et faire avancer le dossier patient. C'est vraiment à tous les étages. Et alors, c'est peut-être une des chances qu'on a à l'Institut du cerveau, le fait que, c'est un environnement où il va y avoir à la fois ces start-upers, ces chercheurs, ces soignants, et puis, ou parce qu'il y a de la recherche en cognition, on a sans arrêt un cognitiviste un peu énervant qui vient nous dire qu'on est plein de biais, qu'il y a la surconfiance, qu'il y a les biais de confirmation, et qu'on est donc forcé de regarder un peu régulièrement tout ce qui fait qu'on a un raisonnement silo. Donc je dirais oui, à la fois, je dirais surtout une grosse opportunité, le facteur humain, mais si on est capable de le prendre pour regarder le niveau d'ignorance qu'on a, le reconnaître et agir en fonction. Non, alors c'est d'abord un grand merci, c'est très clair, et puis ça nous met en face de cette humilité qu'il faut avoir dans ce sujet-là, et c'est un des premiers comportements qui doit changer pour effectivement aller dans le sens de cette transition. C'est déjà pas si simple de faire de l'humain un facteur positif pour lui-même dans des sujets de la vie courante. Dès lors qu'on rentre dans la santé, il y a ensuite la pathologie qui vient compliquer cela. Donc quand on dit le patient acteur de sa santé, le patient, il y a tellement de patients différents en fonction des différentes pathologies, des différents parcours. Donc, on présume à quel point ça va être effectivement une mission encore plus complexe de faire qu'il soit un facteur positif pour lui-même, le patient. Donc, mais c'est cette mission qu'on doit relever tous ensemble. Je vous propose cette fois-ci, à base d'échanges, de voir ce qui est en notre capacité, en notre possession, pour justement accompagner et faire que les thérapies digitales dont on a parlé soient favorisants et aident le patient à être acteur de sa santé. Et donc, je ne veux pas proposer de pistes de réponse. Il faudrait qu'elles émergent par notre discussion. Donc, si l'un d'entre vous a envie de se lancer, pour nos amis à distance, Marine, Dominique. C'est une conférence sur... Dominique, je te laisse démarrer, peut-être. C'est une question qui est super, super vaste. Comment faire pour qu'en France, Matati Gilet jaune utilise une thérapie digitale pour son insuffisance cardiaque? Tu imagines la question. Il y a plein de sujets derrière. Moi, je pense que si on essaie les macro-déterminants, ça va être quoi? C'est que déjà, les gens aient confiance en ce type d'outils. Donc, pour qu'ils aient confiance, de quoi il y a besoin? Il y a besoin de sécurité, il y a besoin d'éthique, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'explication, il y a besoin de dialogue et de confiance envers les gens. Donc, et ça, ça doit s'imprimer par une volonté politique forte autour de ça. Il faut aider les gens qui, comme Marine et tous les autres, développent des outils, de les aider à les faire émerger pour qu'il y ait une offre derrière. Donc là, pour moi, il y a un gros sujet tout bête autour du financement de tout ça. Voilà, de comment on va faire pour rembourser, selon quels critères, etc. Donc là-dessus, il y a des grands plans de soutien à l'investissement, mais il faudra que notre pays aille au-delà. Ça devrait pouvoir se rembourser à terme comme un dispositif médical. Il y a besoin pour moi ensuite de vraies orientations autour une philosophie sur ce que doit être la santé en France. Et pour moi, si je dois le résumer, on dit depuis 20 ans que le patient est au centre, mais il suffit d'avoir été hospitalisé une fois dans sa vie pour savoir qu'on n'est pas du tout au centre. Donc, pour moi, quand on dit le patient est au centre, que nous, professionnels, on dit ça, en fait, ça veut dire c'est l'objet de nos soins, le patient est l'objet de nos soins, notre préoccupation, mais il est objet, il n'est pas sujet. Et donc, pour moi, le gros truc de changement, c'est de dire il faut croire à un système de santé, on fait confiance aux gens,
qu'on est moins paternaliste et que les gens soient acteurs de leurs soins, ils soient sujets dans le secteur de la santé, thérapie digitale et tout le reste. Et ça, franchement, il y a un énorme gap culturel en France pour arriver à une philosophie de ce type-là. Le même genre d'ailleurs de transition qu'on peut retrouver dans les entreprises avec des modèles managériaux basés soit sur du paternalisme ou du process et des indicateurs, et qu'on n'est toujours pas franchi le cap de faire confiance aux individus dans le monde de l'entreprise. C'est à peu près le même genre de changement de paradigme culturel. Et voilà. Mais moi, je pense que c'est une voie, comment dire, essentielle et sur lesquelles on aura énormément de retours de gains à plein niveau, social, sociétal, économique, si on enfourche ce pari de la confiance dans les gens. Pour ce franc-parler, cette lucidité et cette objectivité. Marine, s'il te plaît. Peut-être en complément, donc, comme vous l'avez compris, on développe une solution pour accompagner pour soulager les patients atteints de douleurs chroniques. Donc, c'est un traitement qui peut effectivement soulager votre douleur en crise aiguë et en chronicité. Et quand on parle du facteur humain, chez nous, on a plusieurs niveaux quand on en parle. Le premier, effectivement, c'est celui lié au patient, qui est vraiment pour nous l'élément important. Et je voudrais vous donner quelques exemples de ce que ça a infléchi chez nous comme prise de décision et comme élément de réflexion. Premier élément, déjà, on a pris conscience d'une chose, c'est que tous les patients n'avaient pas envie qu'on les soulage. Ça, c'est le premier élément. On a souvent cette sensation qu'un patient en souffrance, c'est atroce, bien évidemment, hein, c'est très compliqué, toute sa vie sociale est chamboulée, son identité, il ne peut plus rien faire. Eh bien, le problème, c'est que lorsque vous retirez, parce que vous voulez faire du bien à l'autre, quand vous retirez cette douleur sans demander le consentement réellement au patient, vous vous retrouvez avec une partie des patients qui perdent leur identité parce que ça fait 20 ans qu'ils ont mal. Et ça fait 20 ans qu'ils ont construit une identité sociale et familiale autour de cette douleur-là, et vous leur retirez d'un coup, mais vous les détruisez en faisant ça. Donc, la première chose déjà qu'on a compris, c'est qu'effectivement, il fallait absolument que le patient ait cette liberté de choisir s'il avait envie de soulager sa douleur ou pas, de manière ponctuelle ou de manière plus long terme avec nos solutions. Et ça passe effectivement aussi par le fait d'avoir des échanges de cette manière-là avec des patients et de pouvoir partager de l'information pour que ce ne soit pas le praticien qui prenne cette décision, mais que ça puisse être le patient qui puisse prendre cette décision pour lui-même. Donc ça, c'est effectivement le premier élément de réflexion, et on commence, nous, à réfléchir à des contenus qui vont être des contenus complètement gratuits, de diffusion en fait d'informations scientifiques fondamentales vulgarisées pour permettre effectivement aux patients d'être dans l'autodécision par rapport à notre traitement. Le deuxième élément aussi, moi, voilà, je suis une scientifique, mon boulot, c'est quand même de proposer des solutions qui soient le plus efficaces possible aux patients douloureux chroniques. Eh bien, le facteur humain m'a remis la tête dedans en m'expliquant que parfois, il fallait que j'accepte de dégrader l'efficacité de ma solution. Pourquoi ? Parce que je devais utiliser certains supports digitaux différents qui permettaient de ne pas avoir de stigmatisation à l'usage, qui permettaient d'être plus adaptés à la manière dont allait vivre un patient sa maladie et donc son traitement associé, donc garantir aussi une observance pour le patient. Et quand je parle d'observance ici, je ne parle pas d'observance médicale, mais sociale. Et en fait, tout simplement, de pouvoir l'accompagner là-dedans, ça a été une décision qu'on a prise de commencer à travailler sur des traitements dégradés et en conscience pour effectivement permettre aux patients de vivre ça. Et toutes ces questions qui sont des exemples que je vous prends comme ça sur ce qui se passe à l'intérieur de notre société, bien sûr, elles ne se font pas seules. Depuis le début de la création de l'entreprise en 2017, on a toujours eu dans notre société des acteurs de la science humaine et sociale qui ont intégré notre équipe, donc des sociologues, des anthropologues. On a toujours eu des UX et des UI. Excusez-moi, le micro s'est déconnecté, à tel point qu'effectivement, on a eu aujourd'hui, on a eu des moments dans la société où la partie UX, la partie facteur humain, représentait plus de 10% de notre effectif, ce qui est énorme dans une société comme la nôtre. Et aujourd'hui, on continue vers cette évolution-là, parce qu'on voit bien que c'est un élément important, sauf qu'en ce moment, on est en train de l'élargir.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé le facteur humain sur le patient. Alors beaucoup, mais pas assez pour moi, de mon point de vue. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue. Mais on a pris, on va dire, le chemin de l'ouvrir sur plusieurs éléments. Déjà, de l'ouvrir en incluant des prescripteurs et des patients dans nos organes de gouvernance. Donc, vraiment, dans la stratégie même de la société, ce sont des choses auxquelles aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour effectivement remettre les utilisateurs de nos solutions au cœur même de notre société et pas que de notre produit. Vous voyez la différence? On ne parle plus de produit, mais de projet, ce qui est tout à fait différent. Là aussi, on commence à ouvrir sur le facteur humain, c'est de s'intéresser aux prescripteurs. Et effectivement, de commencer à se poser des questions qu'en France, on a du mal parfois à se poser parce que ça peut être perçu comme politiquement incorrect. C'est de prendre des anthropologues, des sociologues et des UX et de dire qu'est-ce qui va faire qu'un professionnel de santé va faire cette action en confiance de prescrire et de conseiller une solution de santé, quelle que soit sa nature. Et c'est de comprendre ça à travers la question des identités, à travers la question, ça a été soulevé tout à l'heure, des émotions, à travers en fait tout ce qui constitue la complexité d'un être humain et de vraiment s'interroger. Et bien évidemment, la complexité, c'est que c'est culturel. Donc nous, on veut vendre en France, mais pas seulement. Donc ce travail, il doit être à chaque fois refait et re-questionné en fonction des différents pays pour adapter derrière, bien sûr, la solution. Mais également, vous l'avez compris, en fait, c'est toute la chaîne de distribution et de valeur qui est complètement impactée par le facteur humain. Et là où je rejoins parfaitement ce qui s'est dit, ce qui est très dur, et voilà, j'en parle en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui, en tant que société, j'ai un conseil d'administration avec des investisseurs, c'est de leur dire que pour la plupart des questions qui se posent, on n'a pas de réponse. Et qu'on ne sait pas. Et qu'on ne sait pas comment on va vendre, et qu'on ne sait pas comment la solution, effectivement, va pouvoir ou pas être prise. Alors, on peut avoir un petit peu de certitude sur les aspects sciences fondamentales, parce que c'est plus simple pour nous en neurophysio, mais dès qu'effectivement, on va lever le menton sur les facteurs humains, bah, c'est très compliqué parce qu'on n'a même pas 5% des réponses. Et ça, c'est effectivement, il faut accepter de vivre avec cette incertitude et il faut faire de la pédagogie, je suis d'accord, autour de cette incertitude-là, qui est essentielle si on veut réussir à faire au moins un petit quelque chose. Voilà. Voilà un petit exemple, en tout cas, de ce qu'on essaye de faire au sein de Lucide. Pouvoir illustrer comment vous illustrez le facteur humain au cœur de votre réflexion et votre action. C'est très palpable. Merci beaucoup. Franck ou Eléa ou Alexis dans ce registre-là. En tout cas, merci Marine, hein, c'était extrêmement éclairant. Peut-être que ça me donne envie de rebondir sur finalement, notamment je vois ici dans la salle, cette question finalement du design, de design de solutions et de services, et qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai que les méthodes ont quand même beaucoup évolué par rapport à ce qu'elles pouvaient être il y a 10 ou 20 ans. Et cette notion de mettre autour de la table aussi bien les sachants scientifiques, les praticiens qui vont utiliser ou prescrire au quotidien, et évidemment les soignants ou je pense à mon voisin de gauche aussi, les aidants, les personnes qui entourent le patient et qui ont aussi un rôle à jouer. En fait, on est obligé aujourd'hui, si on pense nos solutions digitales, d'intégrer l'intégralité de cet écosystème. Et effectivement, ça fait qu'à la fin, on arrive à des solutions qui peuvent être relativement éloignées de ce à quoi on pensait initialement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on pratique ces méthodes et qu'on est, en tout cas pour observer, pour être dans un certain nombre d'organisations, à croiser beaucoup d'acteurs innovants sur ces sujets-là, j'ai quand même l'impression que ça devient les modèles relativement standards des acteurs des thérapies digitales. Pour créer des thérapies, comme je le disais tout à l'heure, des thérapies qui non seulement sont efficaces du point de vue médical, généralement du point de vue médico-économique, c'est avec l'introduction du digital, c'est relativement facile aussi de montrer que ça peut faire amener des économies au système de santé. Mais reste à la fin l'élément clé qui est que ce soit réellement utilisé.
Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Dominique. C'est évident qu'il faut être capable de servir l'intégralité de la population et que ça nous amène à devoir se confronter à des populations extrêmement différentes et hétérogènes. Et pour avoir fait beaucoup de choses dans l'univers, notamment du jeu vidéo et des techniques de comment est-ce qu'on arrive à motiver les gens à utiliser un dispositif. On sait très bien que les individus ne répondent pas aux mêmes... on n'a pas tous les mêmes ressorts, quoi. Il y en a qui aiment le challenge, il y en a qui aiment la dimension sociale, il y en a qui aiment être complètement dans un monde ouvert. Enfin, voilà, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas une solution miracle. Il faut être capable de traiter cette diversité. Ouais, je rebondis très rapidement justement sur cette idée de challenger des modèles ou des certitudes. La Tati gilet jaune de Dominique dans le Gers, pourquoi est-ce qu'elle aurait forcément une thérapie digitale? Peut-être qu'elle, il faut que le système de santé lui offre autre chose, aller faire du sport avec ses copines, se faire des tisanes. Mais même si on reconnaît que la thérapie digitale est utile, on va peut-être trop loin si on se dit c'est le modèle de santé de demain absolu. Peut-être que pour la Tati du Gers, ce ne sera pas ça et il faut, elle, lui trouver autre chose. Et pour revenir à ce que disait Marine sur des patients qui veulent garder leur douleur parce qu'elles ont constitué leur identité, pas être dans le digital, ça peut constituer une identité. Et en termes d'innovation, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit aussi être réfléchi et intégré. Il n'y a pas un modèle pour tous où forcément on va être avec notre smartphone et du digital. Ça peut être l'essentiel, mais peut-être pas tout le monde. Je rebondis volontiers sur la question initiale de Didier sur, on a parlé du quoi, donc la digitalisation de certaines thérapies et comme le pointait Dominique tout à l'heure, la difficulté du déploiement et donc du comment, et c'était une de tes questions. Évidemment, quand on est en période de créativité et d'innovation totale, surtout tourné sur le digital, on ne sait pas, c'est ce que clairement Marine disait et dit à son conseil d'administration. Et d'un autre côté, si on ne sait pas, des fois on peut susciter la peur, surtout sur des patients, parce que alors pour le coup, si en plus mon soignant il sait pas, ou si en plus, et donc dans ces cas-là, on voit bien que on a nous la responsabilité de rassurer. En étant certes dans l'innovation, mais donc du coup en se projetant sur l'avenir, c'est-à-dire notre capacité à définir ce que c'est qu'une vision. Et avec cette vision, ce que nous avons fait là et depuis 2 jours, parce que vous nous poussez à nous projeter dans l'avenir, même si on ne sait pas comment y aller, on a quand même la capacité, avec notre esprit créatif, de se créer cette vision. Après, cette vision est-elle commune? Je ne sais pas. Cette vision est-elle partagée entre le patient, le soignant, le start-upper et l'État? Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, tout ce monde-là doit se rassembler. Et dans notre jargon, on dit quand même souvent, et à juste titre, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai interviewé un pilote qui fait partie de nos équipes, un pilote de ligne classique qui est à la retraite, et qui disait, mais le dernier maillon dans un cockpit, quand ça dysfonctionne grave, c'est l'humain. Donc, quel facteur humain, il peut être des fois à la source de dysfonctionnement, mais n'empêche que le dernier maillon, quand il y a quelque chose vraiment de grave qui cloche, c'est l'humain. Et l'humain, il est capable de faire atterrir un avion dans l'Hudson, par exemple, parce que derrière, on a structuré le certain, parce que derrière, on a mis en place des process, on a mis en place des règles et on a mis en place des législations. Quand Dominique Pont, vous avez une grosse aussi responsabilité parce que derrière, il y aura à définir ce que c'est que cette digitalisation des parcours, ce que c'est que ces thérapies digitales et mettre en effet la loi. Elle peut être contraignante, mais elle est sacrément rassurante parce que ça évite aussi, sur le long terme, de faire des bêtises et de donner un cadre. Et à partir du moment où on donne un cadre à notre créativité, à notre innovation, on va exploser, c'est pas un bon terme en ce moment, on va être encore plus créatif et innovant pour y arriver. Et là, la démultiplication de nos capacités intellectuelles, qu'on sorte du secteur universitaire ou de nos écoles ou qu'on n'ait pas fait d'études, elle est assez magique. Parce que le facteur humain, il a des ressources qu'il n'a pas encore exploitées.
Et dernier point, ça c'est vrai dans la santé, mais c'est vrai également, on l'a vu les 2 premiers jours de cette université, c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le monde de l'entreprise derrière qui aligne des financements et qui crée et qui met en œuvre pour déployer auprès de nos établissements de santé, entre autres. Merci beaucoup. C'est ce qui va alimenter notre optimisme pour ces transitions. Bon, il se passe évidemment ce que je craignais, c'est-à-dire que l'heure est passée à une vitesse incroyable et il est déjà 10 heures. Donc, on peut faire ces points de conclusion qui sont même pas une conclusion, un point d'étape, puisque ce que nous voilà, ce dont nous parlons, c'est un sujet qui s'ouvre et que nous partageons et que nous devons partager avec d'autres. On voit bien à quel point il est crucial que voilà, ces nouveaux enjeux sanitaires tournent autour du patient et de comment il s'augmente, comment on aide à ce qu'il s'augmente pour relever ces enjeux. Et on a vu qu'il n'y avait pas qu'une seule réponse et qu'il y avait de nombreuses possibilités. Ça alimente cet optimisme et l'énergie qu'on doit engager nous-mêmes dans cette transition. Cette innovation, elle doit être au service du patient, mais ça soulève et ça nous met en face de tous les nouveaux comportements qui doivent émerger de la part de chacun des acteurs, quel que soit le statut qu'on a dans cette chaîne de soins. Et puis on l'a quand même entendu par les diverses interventions. Il y a, je reprends ce terme-là d'optimisme, on voit bien quand même à quel point nous c'est prétentieux, nous incarnons vraiment une réflexion qui montre qu'on a conscience, on prend conscience, on sert ce facteur humain. Et ça, donc, voilà, je voudrais que nous l'encouragions et que voilà, ce type de moment soit juste un des éléments qui alimente cette dynamique-là. Et d'ailleurs, ça me fait voilà, la transition pour la suite de la matinée. On va trouver ce message d'optimisme à travers des startups qui vont venir nous présenter leurs solutions. On en aura 7 qui vont se succéder. Ce que je vous propose, c'est en premier remercier nos intervenants par des applaudissements. Absolument sincère. Et on fait un petit break de 5-10 minutes. On se retrouve à 10h15 pile, s'il vous plaît. Et on découvrira les propositions de nos partenaires. Un grand merci à vous tous, Merci Marine, à tous. Dominique. Merci à tous. C'était vraiment un très agréable moment. Merci à tous.